donc toute collectivité, en principe, développe un certain nombre de besoins et en fonction donc du besoin, c'est-à-dire des intérêts qui sont le plus souvent contradictoires, c'est en fonction de l'intensité donc de ce besoin axé autour des intérêts contradictoires que le pouvoir politique se développe. Autant que le besoin est développé, c'est-à-dire que les relations sont contradictoires et multiples, que les intérêts se rejettent les uns les autres, que le pouvoir politique est nécessaire. La nécessité donc du pouvoir globalement et du pouvoir politique, donc plus particulièrement au sein de l'État, se développe parallèlement au développement du besoin. Juste un tout petit exemple pour illustrer ce point de vue-là. Imaginez par exemple dans une entreprise qu'il y a des salariés et un chef d'entreprise ou carrément des actionnaires. Donc les intérêts des salariés sont tout à fait contradictoires par rapport aux intérêts des chefs d'entreprise. Bien sûr, il y a un intérêt commun, c'est que l'entreprise marche. Parce que si l'entreprise marche, tout le monde est gagnant. Ça, c'est généralement, mais plus précisément au niveau de l'intérêt de tout un chacun, il y a une nette contradiction dans la mesure où l'intérêt du salarié, c'est d'avoir un salaire de plus en plus élevé, et l'intérêt du chef d'entreprise, c'est de garder pratiquement le salaire à un niveau constant. Parce que plus de salaire pour le salarié, ça veut dire moins de revenus pour le chef d'entreprise. Et ainsi donc, le désir d'avoir un salaire plus développé contredit pratiquement le désir de garder le salaire à un niveau constant pour permettre au chef d'entreprise d'avoir plus de profit. Donc vous voyez, c'est l'intensité de ces contradictions au niveau des intérêts et au niveau des relations sociales qui crée le besoin, si vous voulez, de l'existence d'un pouvoir qui va réguler, bien sûr, qui va trouver toujours un compromis, qui va essayer, bien sûr, par sa force d'organisation, sa force de modération et de réglementation, bien sûr, et de sanction, le cas échéant, de trouver des compromis entre les intérêts des uns d'un côté et les intérêts des autres de l'autre côté, et faire en sorte que ces intérêts soient bien sûr conformes. Ce n'est pas toujours le cas, mais le plus conforme possible, je veux dire. Donc l'intensité du besoin crée un pouvoir de plus en plus complexe. Voilà ce que je voulais dire à travers cette keynote. Donc je voudrais y revenir juste pour donner une profondeur au paragraphe qui va venir. Donc du point de vue, un autre point de vue plutôt prévaut pour expliquer les origines donc, de la hiérarchie en faisant prévaloir l'importance de l'usage légitime de la coercition. C'est une autre dimension, celle-là, qui va nous permettre bien sûr un autre point de vue, si vous voulez, une autre explication. Le procédé donc de la résolution des tensions dont aucune société humaine n'est à l'abri. Je viens juste de supposer l'existence, bien sûr, d'une tension, c'est-à-dire les intérêts contradictoires entre les salariés et le chef d'entreprise. Donc à ce moment-là, c'est l'État lui-même qui dispose. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure le pouvoir de compromis, de créer et d'imposer un compromis, mais le cas échéant d'imposer même l'usage légitime de la coercition et ce qu'on appelle la violence légitime, l'usage légitime de la coercition. Donc c'est une manière qui reste la toute dernière pour résoudre les tensions au sein de la société humaine. Et que je souligne ici, et d'ailleurs les anthropologues et les sociologues le soulignent très bien, aucune société humaine n'est à l'abri des tensions. C'est juste pour dire, si vous voulez, que finalement, lorsqu'on est dans une société organisée, cette société, à ses débuts, se trouve à des niveaux pratiquement élémentaires, c'est-à-dire il n'y a presque pas de conflits au sein de la société, sauf bien sûr des conflits qui sont innés chez l'homme, c'est-à-dire le conflit autour de la nourriture, le conflit autour de la femme. Ces conflits-là, si vous voulez, existent pratiquement dans n'importe quelle société, même la société qui n'est pas très organisée. Mais du moment où la société est organisée, donc à ce moment-là, il y a d'autres types de conflits qui surgissent, et ce sont bien sûr des conflits de type pratiquement d'intérêt contradictoire tel que celui que je viens d'évoquer. Donc à ce moment-là, l'usage de la coercition
qui devient un usage légitime dans la mesure où, on en a parlé d'ailleurs, le caractère impératif dont on va reparler bien sûr par la suite, le caractère impératif de la règle de droit suppose l'intervention d'un certain pouvoir pour réguler, si vous voulez, l'application de la règle de droit. Si la règle de droit n'est pas respectée spontanément, donc elle doit être imposée aux individus. Parce que les individus ont été d'accord, ou la société a été d'accord pour pouvoir finalement, si vous voulez, adhérer à cette règle de droit. Et lorsque quelqu'un n'est pas disposé à déférer devant la règle de droit, donc la puissance publique, c'est-à-dire le pouvoir, déploie les mécanismes de contrainte pour faire plier cette personne qui a rechigné ou qui a déféré ou qui refuse de déférer, c'est-à-dire de se conformer à la règle de droit. Donc cette coercition est de nature tout à fait légitime. Elle est créée par la société, elle est voulue par la société et son rôle, c'est de réguler les tensions de toute société, de la société, dont aucune société, d'ailleurs ces tensions, dont aucune société n'est à l'abri. Les menaces donc, ou la menace ou l'usage effectif de la coercition constitue un facteur bien sûr de régulation, c'est-à-dire de modération au sein de la société, de régulation interne d'une société confrontée à plusieurs types de violences. Je vais essayer de préciser donc ces types de violences. La menace extérieure, donc lorsqu'on est face à une menace extérieure, donc le pouvoir se déploie de façon plus pesante. Imaginez ce qui se passe actuellement. On est devant une menace d'une maladie qui se propage partout dans le monde, et donc c'est le pouvoir exécutif qui a pris le dessus à travers une décision, déclaration de l'état d'urgence. Donc l'état d'urgence, c'est-à-dire un pouvoir plus exorbitant attribué au pouvoir exécutif pour décider de mesures rapides pour répondre à des situations d'urgence. Voilà, donc devant une menace extérieure, une maladie donc, qui provient pratiquement de partout dans le monde, je peux la considérer, pas forcément, ce n'est pas une menace militaire extérieure, mais c'est quasiment une menace qui ressemble étrangement, si vous voulez, à une menace extérieure. Il y a d'autres... c'est à vous, chacun d'entre vous, bien sûr, de considérer est-ce que c'est une menace de type extérieur ou c'est une menace intérieure. De toute façon, c'est une menace qui n'est pas due à une force extérieure, ça c'est sûr, mais c'est une menace, si vous voulez, qui nous vient d'ailleurs, qui n'est pas propre à la société marocaine, qui menace pratiquement tout un chacun sur la planète. Et donc, pour moi, je peux considérer que c'est une menace qui provient, bien sûr, qui provient d'ailleurs. C'est à vous finalement, bien sûr, de juger, bien sûr, l'origine de cette menace. Donc, deuxième type, c'est les contradictions entre fractions à intérêts divergents de la société. L'exemple que je viens de vous donner, relatif, bien sûr, aux contradictions entre les intérêts des salariés et les intérêts des chefs d'entreprise. Mais sur ce point-là, vous avez toute une série, si vous voulez, pratiquement illimitée d'intérêts contradictoires au sein de la société. Même dans une seule famille, il y a des frères et sœurs dont les intérêts sont pratiquement contradictoires. Donc vous voyez qu'une famille qui peut réussir l'éducation de ses enfants, la cohésion interne, si vous voulez, de sa structure, c'est une société qui a la capacité de réguler, c'est-à-dire de modérer positivement ses intérêts contradictoires. La violence donc sexuelle, c'est une violence bien sûr qui est inhérente à toute société et la société doit réguler donc cette violence par le biais de la loi. D'ailleurs, la loi matrimoniale, la famille, l'institution de la famille est une institution qui a été pratiquée par l'homme, qui a été créée par l'homme justement pour réguler la violence sexuelle. Bien sûr, l'humanité, et là c'est un point donc qui a été révélé par les anthropologues, notamment Claude Lévi-Strauss, en faisant des études dans des sociétés traditionnelles, que ce soit en Afrique ou en Amérique profonde, Amérique latine profonde, dans les fins fonds bien sûr de l'Amazonie, ou pratiquement dans les zones les plus reculées, si vous voulez, du pôle Nord. Donc
Claude Lévi-Strauss a découvert un point commun entre toutes ces sociétés. D'ailleurs, un point qui a été soulevé avec beaucoup si vous voulez, de précision au niveau des religions, bien sûr, des plus grandes religions universelles. C'est le rejet de l'inceste. Le rejet de l'inceste. L'inceste, c'est-à-dire des rapports sexuels entre ascendants et descendants, entre parents, c'est-à-dire entre plutôt parents et enfants, et entre frères et sœurs. Ça, c'est l'inceste. Donc, vous voyez que toutes les sociétés humaines rejettent l'inceste. Et du coup, donc, il n'a pas été nécessaire de corriger ce rejet par le biais de la religion. Mais c'est l'humanité elle-même, c'est l'homme lui-même, et de façon innée, qui rejette, bien sûr, l'inceste. Et donc, la violence sexuelle qui s'est exprimée par le rejet de l'inceste sous une forme, si vous voulez, de violence sexuelle, a organisé les relations familiales au sein de la famille. Donc, deux personnes qui sont en mesure de se marier, qui ne sont pas des frères et sœurs et qui ne sont pas, si vous voulez, des descendants ou des ascendants, peuvent se marier. Donc il n'y a pas de restriction. Chaque société a organisé la question selon ses intérêts et selon, bien sûr, ses besoins. Mais finalement, on a créé l'institution familiale pour répondre effectivement à cette violence sexuelle, pour réguler la violence sexuelle. Vous voulez avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, mariez-vous, tout simplement. Entrez dans le canal accepté, voulu par la société, et qui permet à la société non pas de s'auto-détruire par la violence réciproque, violence sexuelle qui peut provoquer d'autres types de violences, notamment la violence physique, mais passer par le canal accepté, et éliminer le tabou, c'est-à-dire le fait d'avoir des relations hors organisation. Et donc, vous voyez qu'on a créé la famille pour répondre effectivement à ce type de violence. Il y a aussi la distribution inégalitaire des ressources du pouvoir, notamment la différenciation politique, c'est-à-dire le rapport entre gouvernants et gouvernés, qui a constitué également une source de violence qui a secoué la société depuis ses origines et dont la volonté humaine, c'était tout simplement de réguler, si vous voulez, cette tension-là, cette distribution inégalitaire des ressources politiques, du pouvoir politique. Et donc, les philosophes, à travers les âges, ont créé des idées et ont créé, bien sûr, des représentations philosophiques selon lesquelles le pouvoir doit être juste et équitable. Donc, on en a parlé déjà en début de ce cours. Depuis l'âge hellénique, bien sûr, Aristote, Platon, et à travers le Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin, bien sûr, Abou Nasr al-Farabi dans la civilisation arabo-musulmane, Ibn Rushd, Ibn Khaldun, et à travers, bien sûr, la civilisation occidentale par la suite, Machiavel, et j'en passe, Emmanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, John Locke, etc., jusqu'à pratiquement la pensée, Jean Bodin, pourquoi pas, jusqu'à la pensée moderne, bien sûr, Karl Marx, etc. Tous ces philosophes-là ont imaginé des représentations sociales dans lesquelles les pouvoirs doivent être exercés, c'est-à-dire selon des modalités qui vont réduire les tensions relatives à la redistribution ou à la distribution inégalitaire des ressources du pouvoir. Voilà. Donc, je continue par donner un autre exemple que je voulais que vous sachiez, bien sûr, à travers un auteur très connu, René Girard. Et René Girard a estimé, je le cite, « Les sociétés encore dépourvues de système judiciaire ne peuvent émerger d'un cycle de violence réciproque. » Voilà donc ce qui est quelque chose qui va confirmer ce que nous avons dit auparavant. Lorsque une société ne dispose pas d'un système de régulation de ces tensions, c'est-à-dire un pouvoir judiciaire, ne peuvent pas émerger, c'est-à-dire ne peuvent pas se développer, ne peuvent pas cumuler la richesse. Parce que imaginez qu'on ne dispose, qu'il n'y a pas cet élément régulateur, l'existence de la règle de droit, le caractère impératif de la règle de droit. Imaginez qu'une société humaine est dépourvue donc d'une règle de droit et du caractère impératif de cette règle de droit. Imaginez ça, donc cette société va vivre tout simplement dans un état de désorganisation, un état tout simplement basique, un état nature, un état selon lequel le plus fort va bien sûr imposer sa loi.
par rapport au moins fort. Et ainsi donc, la société va, au lieu de se développer, va tout simplement s'anéantir, s'auto-anéantir, parce que les plus puissants, bien sûr, tant qu'ils sont puissants, ils vont bénéficier de toutes les ressources et en priver, bien sûr, le reste de la société. Et lorsque ces plus puissants le deviendront moins parce que ce seront des vieillards ou ne pouvons plus maîtriser donc le cours des choses, ils seront écrasés par d'autres et ainsi donc la société ne peut pas continuer, ne va pas émerger et va rester bien sûr dans un état de violence basique et va se disloquer. Une société vivant dans une telle situation va se disloquer bien sûr très rapidement. Donc une société dépourvue de système judiciaire tel que le dit René Girard ne peut pas émerger, bien sûr d'un cycle de violence réciproque, qu'à la condition d'y substituer la violence de tous contre un seul, grâce au choix bien sûr d'un bouc émissaire offert en sacrifice. Voilà, donc ça c'est une autre dimension et ce sont le plus souvent des considérations, si vous voulez, anthropologiques qui nous l'expliquent. Rappelez-vous, ça c'est ce que je viens de dire, n'est pas le fait bien sûr d'une société très organisée, mais le fait d'une société en cours d'organisation. Par exemple, lors de la République, de l'instauration de la République française, bien sûr, immédiatement après la Révolution, donc c'était la loi de tout un chacun de tous contre un. De tous contre un. Admettons bien sûr qu'on est dans une petite ville et qu'il y a un étranger qu'on soupçonne être anti-révolutionnaire, ou plutôt un aristocrate. On le met à pied de son carrosse et puis on l'exécute très rapidement. Ainsi donc, c'est une forme de transe collective qui va calmer les ardeurs, bien sûr, de la population. Et ça a été vérifié, bien sûr, à des centaines de fois, voire même des milliers d'individus qui ont été exécutés tout simplement sur la place publique parce que tout simplement ces individus représentent l'autre, représentent le pouvoir, le contre-pouvoir qu'on est en train bien sûr de mettre à terre, et chaque fois qu'il y a un élément que l'on soupçonne de faire partie donc de ce pouvoir, donc on déchaîne la violence bien sûr qu'on estime légitime contre cet individu, la violence de la collectivité tout entière contre un chacun. Et juste pour revenir peut-être à cette période-là, ou à une période qui a précédé la Révolution française, bien sûr, dans toute l'Europe, donc on exécutait en plein public, bien sûr, les personnes qui font l'objet d'une sentence, bien sûr, judiciaire, qui sont condamnées à mort. Donc on les exécutait en plein public. Et cette exécution, cette pendaison, ou cette... donc il y avait plusieurs formes, soit qu'on pendait quelqu'un, soit qu'on brûlait quelqu'un, soit qu'on le disloquait, bien sûr, on le mettait sur une plateforme et on attachait chaque membre de son corps à un cheval et le cheval tirait jusqu'à ce que le corps soit complètement disloqué en plusieurs tranches, le plus souvent 4, voire même plusieurs, voire même 5, le corps qui va rester au milieu, bien sûr dépourvu pratiquement de tous ses membres. Et donc on faisait ça en public. Et donc ces cérémoniales d'exécution représentaient pratiquement ce processus rituel de la violence de tous contre un bouc émissaire, qu'on considère comme étant la raison bien sûr d'un mal-être de la société, que c'est une sorcière, que c'est quelqu'un qui a répondu bien sûr d'une certaine forme, bien sûr négativement à l'organisation sociale. Si vous revenez bien sûr à la littérature de cette époque-là, vous allez trouver qu'il y a 1000 manières bien sûr d'exprimer cette violence de toute contre un bouc émissaire, c'est-à-dire offert en sacrifice. Rappelez-vous bien sûr, et là je vous renvoie pratiquement à une période de l'histoire très sombre de Florence, bien sûr qui a été la source de la période des Lumières, de cette période des Lumières qui a concerné l'Europe tout entière, lorsque le pape Borgia
a voulu mettre fin à la révolution théocratique, bien sûr, ou la révolution du prêtre Jérôme de Savonarole, qui a voulu établir une république théocratique à Florence. Et lorsque Jérôme de Savonarole s'est attaqué, bien sûr, à tous les symboles existants de la religion comme étant des symboles qui ne représentent plus la religion chrétienne, il a voulu instaurer bien sûr une république qui rejette le pouvoir religieux de l'époque et qui rejette pratiquement la souveraineté du pape et la légitimité du pouvoir du pape sur pratiquement tout le reste de l'Europe. Donc à ce moment-là, bien sûr, Jérôme de Savonarole s'est attaqué aux symboles du pouvoir comme étant des symboles de la religion, de l'Église, comme étant des symboles décadents, traversés par des phénomènes sociaux et des phénomènes économiques qui ne répondaient pas aux standards, bien sûr, de la religion chrétienne. Et il a voulu rétablir la pureté de la religion chrétienne. Et donc, il s'est attaqué au pape lui-même. Et le pape, ainsi, a déchaîné la violence, bien sûr, déchaîné le processus de violence. Il a provoqué une révolution au sein de Florence qui a fini par expédier Jérôme de Savonarole, bien sûr, sur l'échafaud pour être exécuté par le feu, pour être tout simplement brûlé. Et la République ainsi a brûlé quelqu'un qu'il applaudissait il y a juste quelques instants, et finalement un processus de violence de tous contre un a fini par avoir raison, bien sûr, de ce leader très charismatique, mais qui a gêné, bien sûr, le pouvoir, le surpouvoir qui est établi à Rome, donc c'est-à-dire le pape. Vous voyez donc qu'à chaque fois qu'on est face à une situation de crise, on déchaîne bien sûr cette violence de tous contre un bouc émissaire, et cette manière-là permettait à plusieurs reprises de réduire les tensions sociales pour aboutir bien sûr à des situations, si vous voulez, de réconciliation au sein de la société, de compromis au sein de la société. Donc je vous ai donné plusieurs types de violence de tous contre un. C'est une violence qui peut être tout simplement culturelle, d'origine culturelle, une violence qui peut être d'origine religieuse, une violence qui peut être violence de tous contre un, je veux dire, qui peut être d'origine tout simplement politique, qui peut avoir une expression de nature politique. Et le sacrifice du bouc émissaire était une manière, si vous voulez, pour la société de se calmer, de retrouver sa paix interne, c'est-à-dire de réduire ses tensions internes. Voilà, ça c'est la même chose. Donc avec le surgissement des victimes sacrificielles, les cérémoniales religieux visent à exorciser la violence intrinsèque au groupe en légitimant la violence dans un espace culturel rigoureusement circonscrit. C'est un petit peu ce que je viens juste d'expliquer maintenant. Donc pour avoir des détails sur ces points-là, revenez sur l'ouvrage qui vous est cité, bien sûr, sur la même keynote, Traité de sciences politiques, de Gravitz, Madame Gravitz et Monsieur Leca. Voilà, donc un ouvrage d'une très grande importance dont plusieurs exemplaires figurent sur les rayons de notre bibliothèque universitaire, malheureusement fermée, mais de toute façon, dès que vous aurez l'occasion, essayez de feuilleter cet ouvrage parce qu'il est d'une très grande importance. Donc nous passerons immédiatement au paragraphe B de cette première section, portant le titre « Les supports psychologiques du pouvoir politique ». Le droit donc présuppose le pouvoir et il ne peut s'établir qu'en s'appuyant sur une certaine organisation sociale qui est bien sûr elle-même tributaire d'un pouvoir en mesure de l'imposer. Voilà, donc vous voyez qu'ici, il y a quelque chose à laquelle nous avons déjà fait allusion auparavant. Le droit présuppose le pouvoir. Il n'y a pas de droit sans une force organisée, acceptée, légitime au sein d'une organisation quelconque. Admettons ici qu'il s'agit d'une société en cours d'instauration. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné lors de la séance dernière. Lorsque la société se retrouvait face à une difficulté, si vous voulez, de nourriture, elle a organisé la chasse et il a imposé une règle selon laquelle tout un chacun qui attrape un gibier, bien, il va le ramener bien sûr au bercail, au village. Et la distribution, donc à ce moment-là, de la nourriture se fait en fonction si vous voulez, des ménages.
Voilà, ça c'est devenu une règle qui a régulé les tensions de la rareté de la nourriture, qui peuvent être les tensions qui pouvaient émaner de la rareté de la nourriture, et c'est une manière donc de réguler ces tensions et de les apaiser. Donc, j'ai dit que, admettons qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui n'a pas envie de déférer devant la règle de droit. Et donc, ce quelqu'un, bien sûr, va être obligé de déférer devant la règle de droit. Alors là, c'est une règle tout simplement quasiment magique, et être obligé par cette violence légitime, cette violence donc qui est voulue au sein de la société. Donc le droit présuppose le pouvoir, c'est la garantie d'application de la règle de droit qui est impérative. Il ne peut s'établir donc qu'en s'appuyant sur une certaine organisation sociale. Le droit présuppose d'abord le pouvoir, et il ne peut s'établir qu'en fonction d'une certaine organisation au sein de la société. Et présuppose premièrement le pouvoir et prédispose et prévoit en deuxième lieu l'organisation. Et si on inversait cette situation, ce serait un peu mieux. C'est-à-dire que le pouvoir suppose tout d'abord, ou le droit est le corollaire obligé tout d'abord d'une certaine organisation au sein de la société, et deuxièmement, le corollaire de l'existence d'un pouvoir. S'il n'y a pas d'organisation et s'il n'y a pas de pouvoir, il ne peut y avoir de droit. Parce que, et je le redis encore une fois, je le redis une centaine de fois, ce n'est pas suffisant, je le redis encore une fois, le droit, c'est le corollaire même de l'organisation. Sans une organisation au sein de la société, il n'y aurait pas de pouvoir. Parce que c'est quoi l'organisation? C'est le fait de se mettre d'accord sur un standard de vie en commun. Sur un standard de vie en commun. Et le standard de vie en commun, c'est sur la base d'un certain nombre de règles de conduite commune. Et ces règles de conduite commune constituent l'embryon primaire du pouvoir, ou plutôt du droit. Et deuxièmement, admettons qu'il y ait quelqu'un qui ne veut pas, bien sûr, déférer, c'est-à-dire respecter, se conformer spontanément à la règle de droit, parce qu'on a dit, on l'a expliqué, les gens respectent la règle de droit soit spontanément, soit par la peur de la force légitime, c'est-à-dire de la sanction. Donc admettons que quelqu'un ne veut pas, bien sûr, déférer devant la règle de droit, eh bien, ce quelqu'un, à ce moment-là, va y être obligé par le biais, bien sûr, du pouvoir. Voilà. Qui est elle-même tributaire d'un pouvoir en mesure de l'imposer. Voilà, je suis en train de l'expliquer. C'est-à-dire l'organisation sociale. Le pouvoir donc politique donne sa substance au droit en ce sens qu'il constitue un processus décisionnel institutionnalisé, titulaire exclusif des prérogatives de la puissance matérielle qui a la charge d'édicter les normes de la base d'organisation sociale et d'en assurer le caractère impératif. Voilà, ce sont là un enchaînement d'idées, pardonnez-moi donc. C'est là un enchaînement d'idées selon lequel, donc je reviens pour m'expliquer sur ce point-là, c'est le pouvoir lui-même, politique précisément, mais le pouvoir généralement, qui donne sa substance au droit, qui donne sa profondeur, c'est-à-dire sa matière au droit, dans la mesure où il constitue le processus décisionnel institutionnalisé. Le droit est un processus institutionnel, plutôt décisionnel institutionnalisé. C'est une structure qui prend tout d'abord, qui édicte la règle de droit et qui l'applique en même temps, qui édicte, crée la règle de droit et qui applique la règle de droit dans un cadre institutionnalisé, c'est-à-dire le chef de tribu, c'est-à-dire le chaman, c'est-à-dire le chef militaire, etc. Et ce processus décisionnel est exclusif de la prérogative de puissance matérielle. C'est seule cette structure organisée qu'on a mis à la tête de la société pour édicter la règle de droit et pour appliquer la règle de droit qui dispose exclusivement de l'usage de la force qu'on va appeler par la suite la force légitime. Et bien sûr, qui a la charge d'édicter, je viens de le dire, à la base, la norme à la base de l'organisation sociale, c'est-à-dire la règle de droit élémentaire, fut-elle élémentaire,
et c'est en même temps celle qui va assurer bien sûr l'exécution, la mise en œuvre, l'exécution donc du caractère impératif de la règle de droit. Vous voyez donc que les choses, si vous voulez, sont ainsi très claires. Donc le processus décisionnel contribue en même temps à l'édiction de la règle de droit, à la création de la règle de droit et à l'exécution de la règle de droit. Or, donc, la définition même d'une règle qui se veut de droit, là on va aller dans la profondeur extrêmement simple des choses. La règle de droit, c'est quoi en fait? On l'a définie, on a essayé de la définir à plusieurs reprises, et la définition de la règle de droit, d'ailleurs, c'est très simple. C'est une règle abstraite, générale et impersonnelle. C'est une règle abstraite, générale, impersonnelle, mais surtout exécutoire. C'est impératif, c'est-à-dire, le cas échéant, lorsque la société, bien sûr, échoue à appliquer la règle qu'elle a créée de façon spontanée aux individus, c'est-à-dire lorsque les individus refusent de se soumettre spontanément à la règle de droit, eh bien, tout simplement, c'est l'effet, le déclenchement d'un mécanisme de sanction qui va tout simplement s'appliquer. Voilà, vous voyez que c'est ainsi que les choses se déroulent. Donc, la règle de droit est une règle générale, abstraite et impérative. Impérative, c'est-à-dire exécutoire par sa force même, et la garantie de son caractère exécutoire, c'est la puissance publique elle-même. C'est la puissance publique elle-même qui décide que cette règle de droit doit être exécutée contre les personnes qui ne veulent même pas l'exécuter. Donc, admettons par exemple que quelqu'un, si vous voulez, refuse de se soumettre, pratiquement, on sait très bien que par exemple tuer quelqu'un, c'est commettre un méfait exorbitant, le méfait suprême pratiquement dans la société, et donc la société se déploie sa violence légitime contre ce quelqu'un qui a eu bien sûr la malheureuse, si vous voulez, la malheureuse tout simplement décision de tuer quelqu'un, et va bien sûr le plier à se soumettre à la règle de droit, c'est-à-dire payer sa dette vis-à-vis de la société. Bien sûr, il y a tout un processus de violence légitime. On a parlé la semaine dernière de la mise en quarantaine, et les sociétés modernes ont développé d'autres moyens, bien sûr, pour sanctionner lourdement les personnes qui contredisent les règles d'organisation sociale, par le biais, bien sûr, du droit pénal et par le biais d'autres bien sûr, règles de droit. Dans un premier point, nous allons étudier, bien sûr, nous allons souligner un caractère bien précis du droit, le droit comme étant une organisation, comme visant un but, bien sûr, d'organisation et de légitimation du pouvoir politique. Là, c'est l'un des objectifs, bien sûr, de la mise en œuvre de la règle de droit. Et du pouvoir politique, bien entendu, qui est derrière. Donc, le pouvoir politique apparaît comme un enjeu autour duquel se nouent les luttes des différentes forces sociales. Donc, le pouvoir politique est un enjeu. Tout le monde veut, bien sûr, aboutir à exercer le pouvoir. Tout un chacun aspire à avoir un rôle, bien sûr, au sein de la société, qui est un rôle leader, en quelque sorte, au sein de la société. Le pouvoir apparaît comme le prolongement du droit, dans la mesure où disposer du pouvoir légitime signifie en réalité avoir le monopole des processus décisionnels fondés sur la contrainte légitime. Voilà, c'est une explication du pouvoir en jeu qu'on a qualifié d'un enjeu autour duquel se nouent les luttes des différentes forces sociales. Bon, les partis politiques, la définition même des partis politiques, c'est quoi? Le parti politique est une organisation qui vise à recruter une élite, organiser la société et plusieurs fonctions. Et la fonction suprême donc d'un parti politique, c'est d'exercer le pouvoir, c'est-à-dire appliquer sa vision de l'organisation sociale
à l'organisation, bien sûr, de la société. C'est-à-dire exercer, en fin de compte, le pouvoir politique. Et donc, la lutte entre tous les partis politiques, là où ils se trouvent dans une société quelconque, c'est la lutte pour l'exercice, bien sûr, du pouvoir. C'est ça, exactement, ce que signifie donc ce petit paragraphe. Donc même dans les sociétés qui étaient dépourvues d'organisations partisanes, c'est-à-dire il n'y avait pas de parti politique. Il y a d'autres étudiants qui rejoignent la plateforme. Mais s'il vous plaît, coupez vos micros parce que du moment où vous ne coupez pas vos micros, il y a un bruit de fond qui gêne tout le monde. Voilà, monsieur Hamza. Si Hamza, coupez votre micro, s'il vous plaît. Hamza, s'il vous plaît, coupez le micro. Bon. Je disais donc, le pouvoir... Oui, Hamza, coupez le micro, s'il vous plaît. Très bien, c'est bien coupé. Et continuez. Donc, cela n'empêche que vous pouvez, si vous avez une question quelconque, de reprendre le micro et de me poser votre question, bien sûr. Et ça s'applique, bien sûr, à tout le monde. D'accord ? Ok. Donc, c'est vrai que je vous ai demandé de couper le micro et j'attends pas une réponse de votre part puisque vous n'avez pas de micro. Bon, j'estime que vous êtes d'accord sur ce point-là puisque c'est quelque chose de positif. Voilà. Donc, le pouvoir apparaît ainsi, en fonction des explications précédentes, comme le prolongement du droit, dans la mesure, le pouvoir est le prolongement du droit. Dans la mesure de quelque chose que je viens juste d'expliquer et que je vais réexpliquer. Dans la mesure où disposer du pouvoir, le pouvoir signifie en lui-même tout d'abord édicter la règle de droit, appliquer la règle de droit, c'est-à-dire lui donner son caractère impératif, en fonction bien sûr d'un processus décisionnel fondé lui-même sur la force, ou plutôt sur la contrainte légitime, sur la mise en œuvre de la force, c'est-à-dire ce qu'on appelle la contrainte légitime. Et on en a parlé lors de la keynote précédente, le processus décisionnel ou les processus décisionnels au sein de chaque société constituent bien sûr les structures institutionnelles disposant de l'exclusivité de l'exercice de la contrainte légitime. L'exclusivité de l'exercice de la contrainte légitime. On sait très bien que l'État dispose de cette contrainte et aucune organisation sociale, l'entreprise par exemple, le parti politique, la tribu, aucune autre organisation infra-étatique ne dispose de la contrainte légitime. Bien sûr, ce sont les États et ce sont les organismes dérivés de l'État, les collectivités territoriales qui peuvent bien sûr bénéficier d'un certain niveau de contrainte légitime, comme par exemple la police administrative, la contrainte bien sûr de fermer un café, de fermer bien sûr et de sanctionner quelqu'un pécuniairement, la commune peut disposer de cette dimension. Mais la capacité de contraindre quelqu'un à une peine privative de liberté ou à même à lui ôter la vie par le biais d'une peine capitale, ça n'appartient qu'à l'État lui-même, à travers bien sûr un pouvoir qui est totalement indépendant, bien sûr, qui est le pouvoir judiciaire. Parce que seul le pouvoir judiciaire peut décider des sanctions privatives de liberté, voire même des sanctions qui peuvent attenter à la vie d'une personne quelconque. Bien sûr, la sanction majeure qui est la peine capitale. Voilà. Donc, lorsque le droit risque de rencontrer la force, lorsque ces processus décisionnels légitimes qui sont à la base de l'organisation sociale, c'est-à-dire rencontrent la force, c'est-à-dire sont devant une situation d'insoumission, sont devant une personne, un groupe qui ne veut pas se conformer à la règle de conduite commune, c'est ça ce que ça veut dire, rencontrer la force, il faut qu'il puisse lui opposer une autre force. Donc, lorsque l'État, je parle ici, le droit à travers bien sûr la puissance publique, lorsque le droit rencontre la force, au risque de rencontrer la force, il faut qu'il déploie une force pratiquement à la taille de la force qui s'oppose
à sa fonction. Et ainsi donc, une autre force qui le meut et dirige en conformité de son propre but. Le but, bien sûr, de la puissance publique, de l'organisation sociale, des processus décisionnels qui se déclenchent au sein de l'organisation sociale, c'est de maintenir la cohésion interne de la société, de l'organisation sociale. Et la maintenir contre toutes les forces de tension qui peuvent être soit extérieures, soit internes, en fonction, bien sûr, des facteurs que j'ai évoqués lors des keynotes précédentes. D'accord? Et donc, le but, à ce moment-là, qu'il me et dirige en conformité de son propre but, c'est-à-dire, le but ultime, c'est la cohésion, la régulation et la pérennité de l'organisation, bien sûr, sociale en question. Celui souhaité par les gouvernants et auquel les gouvernés adhèrent plus ou moins massivement. C'est ça l'objectif, si vous voulez, majeur de l'organisation sociale, c'est-à-dire la cohésion, l'organisation et la pérennité, si vous voulez, de la structure sociale. Cette force donc, la force du droit, c'est le pouvoir qui la représente. La force, bien sûr, de créer la règle de droit et de l'exécuter. C'est le pouvoir qui la représente, et pourtant ce n'est pas la force génératrice de violence et de désordre qui déterminera le droit. Donc, vous voyez, ça c'est une autre dimension. Ce n'est pas une force brute, ce n'est pas un despotisme aveuglé qui va être la base de l'organisation sociale, mais c'est au contraire une force docile et ordonnée. C'est une force docile et ordonnée à laquelle les individus s'identifient. Il faut que les individus s'identifient, se reconnaissent dans ce processus décisionnel qui va être la source de la création de la règle de droit et aussi la force pour exécuter la règle de droit. Et dans quelle mesure? Ce qui représente la légitimité, bien sûr, de ces processus décisionnels, dans la mesure où ces processus décisionnels répondent à un facteur de légitimité. On a parlé donc des facteurs de légitimité, c'est-à-dire, grosso modo, répondre aux attentes, répondre aux intérêts, répondre aux valeurs, aux normes, bien sûr, de tout un chacun au sein de l'organisation. Lorsque les processus décisionnels, lorsqu'on se reconnaît dans ces processus décisionnels, lorsqu'on reconnaît la légitimité de ces processus décisionnels, c'est-à-dire qu'ils répondent à tout cela, à nos intérêts, à nos attentes, à bien sûr, à notre représentation culturelle et intellectuelle, bien sûr, de la société, donc on adhère forcément à cette structure-là, et cette structure-là, bien sûr, et les intérêts du pouvoir, alors à ce moment-là, les intérêts du pouvoir d'un côté et les intérêts des gouvernés de l'autre se rejoignent et deviennent un objectif commun à la société. C'est ainsi donc que les processus décisionnels dont on a parlé, qui constituent le noyau, bien sûr, du pouvoir organisateur, force organisatrice de la société, donc se confirment. Vous voyez donc que les choses s'expliquent les unes les autres. Donc le pouvoir, c'est le fruit d'un processus décisionnel, le processus décisionnel qui est la source du droit, le droit donc qui est fondé sur l'organisation, l'organisation qui est fondée sur un désir commun des individus, bien sûr, à vivre selon un mode d'organisation sociale. Donc tous ces points-là sont liés les uns aux autres, bien sûr, à travers d'autres considérations qu'on va développer au fur et à mesure donc, de l'évolution de notre cours. Il suit de là donc que le pouvoir ne peut s'organiser et se transformer, c'est-à-dire dans un cadre de renforcement, se renforcer, qu'en s'appuyant sur le droit. Le droit qui est lui-même le fondement, bien sûr, de la légitimité du pouvoir. Bien sûr, premièrement, qui dans un premier sens, doit être considéré comme un ensemble de règles de conduite impératives, on en a expliqué le sens, pour les membres du groupe, et de sanctions organisées à l'égard des individus récalcitrants. Récalcitrants, c'est-à-dire qui ne veulent pas se soumettre par leur propre volonté à la règle de droit. Voilà. D'autre part, le droit est le facteur d'institutionnalisation du pouvoir. Donc je vais expliquer le reste, bien sûr,
bien sûr en détail ce que nous avons dit déjà auparavant. L'exercice donc du pouvoir politique ne repose plus sur la seule efficacité d'un réseau de clientèle lié par allégeance au personnel, bien sûr une allégeance personnelle au gouvernant, mais plutôt sur un réseau d'agents à statut juridique précis organisé dans une structure hiérarchisée et impersonnelle. Voilà, donc peut-être que la première partie de cette keynote, l'exercice du droit du pouvoir politique, reposait auparavant sur la seule efficacité d'un réseau de clientèle lié par allégeance personnelle au gouvernant. C'était les chefs de tribu dans une époque lointaine, au Maroc pratiquement jusqu'à l'avènement de l'indépendance, et même après l'indépendance. Le livre de Rémi Levaux ne s'appelle-t-il pas Le Fallah marocain, défenseur du trône? Donc le pouvoir politique, par exemple au Maroc, reposait sur un pied ferme qui était la campagne. Et les sociologues, anthropologues l'affirmaient ouvertement donc, au Maroc, contre bien sûr la turbulence héritée bien sûr du colonialisme des grands centres urbains, parce que les grands centres urbains étaient constitués bien sûr d'un salariat très nombreux, c'est-à-dire d'ouvriers très nombreux, et qui étaient imprégnés par la lutte contre, si vous voulez, le despotisme du protectorat. Et donc cette lutte a continué sous une autre forme, bien sûr, contre le capitalisme un petit peu maladroit marocain après l'avènement de l'indépendance. Ce qui a été la source, bien sûr, d'un conflit entre ce salariat marocain et même au plus haut niveau, bien sûr, de la hiérarchie politique marocaine, à travers, bien sûr, ces luttes contre l'Union socialiste des forces populaires, le PCM marocain, le Parti communiste marocain qui a été dissous par décision judiciaire, et l'Istiqlal qui représentait une bonne tranche des salariés marocains à travers son bras syndical. Donc c'était une forme si vous voulez, de lutte entre le pouvoir, la plus haute autorité de l'État, qui était plus ou moins en opposition par rapport aux intérêts de la classe ouvrière, qui a été le fondement démographique et social donc, des grandes villes. Et d'où donc la ressource principale de soutien qui provenait bien sûr de la campagne marocaine. Voilà. Donc le pouvoir ne peut pas, un pouvoir démocratique si vous voulez, qui se veut démocratique, ne peut pas fonder son pouvoir sur des allégeances vis-à-vis donc des personnes influentes, des notables influents, du réseau notabiliaire, des réseaux des chefs de tribus par exemple. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Le Kadhafi lui-même fondé son pouvoir sur l'allégeance des chefs de tribus, et le départ de Kadhafi a causé bien sûr un état d'orphelinat chez ces gens-là qui ne pouvaient plus se réorganiser et qui ont versé rapidement vers la violence de tout contre chacun, une sorte d'anarchie politique qui a été le fondement bien sûr ou le déclencheur d'une anarchie militaire, dont bien sûr la Libye et également la Syrie. La Syrie, c'est la même chose. Donc la pérennité du conflit en Syrie, la permanence de ce conflit est due bien sûr à une forme d'organisation primitive, une forme d'organisation basée sur l'allégeance entre le chef de l'État et les chefs de tribus. Et bien sûr, les têtes des réseaux les plus influents, les militaires, les castes religieuses, le parti de l'Ba'ath, etc., les tribus, etc., etc. L'Irak aussi. Chaque fois qu'il y a une société qui est basée sur les allégeances donc entre le pouvoir et les seigneurs locaux, il y a bien sûr forte probabilité de dislocation, c'est-à-dire de déconfiture du pouvoir après bien sûr l'affaiblissement du centre, qui constitue le centre de gravité autour de qui tourne bien sûr, au cours duquel bien sûr tournent pratiquement tous les satellites, les chefs de tribus, les chefs d'organisations par exemple militaires et paramilitaires, les leaders de l'organisation bien sûr technocratique, haute technocratie, etc., etc. Voilà. J'ai donné la Libye, la Syrie et l'Irak comme exemple. Et donc, le fait d'organiser le pouvoir sur la base de l'allégeance
donc d'une élite, d'une clientèle, d'une élite périphérique, alors là, c'était à une époque, mais ce n'est plus actuellement. Mais donc, voilà l'institutionnalisation. La vraie institutionnalisation du pouvoir, c'est lorsque un réseau d'agents à statut juridique précis, c'est-à-dire recrutés et nommés selon des bases, si vous voulez, connues à l'avance, organisés dans une structure hiérarchisée et impersonnelle. Impersonnelle, c'est-à-dire répondant à un objectif ou un impératif de fonctionnariat public complètement désintéressé et ayant reçu, bien sûr, une formation bien précise pour exécuter des tâches bien précises dans un cadre, bien sûr, qui ne répond pas à leur personne, mais qui répond à leur qualité. Parce que c'est ça l'institution. L'institution exécute, bien sûr, les politiques publiques de la puissance publique à travers, bien sûr, une structure qui est impersonnelle, qui est pratiquement impersonnelle. La personne qui agit au sein de l'institution n'a aucun impact sur la qualité de l'institution, sauf bien sûr par sa formation et par son efficacité. Bien sûr, ça c'est autre chose. Je veux dire par là que le gouverneur n'est pas un monsieur chef de tribu. L'importance de la fonction de gouverneur n'est pas due à son statut social. Bien sûr, au sein de la région. Ce n'est pas un chef influent qui est gouverneur. Mais le gouverneur est un individu, est un citoyen qui a reçu une formation de très haut niveau et qui a été désigné dans un cadre organisé et institutionnalisé à effectuer la tâche, à remplir la mission de gouverneur. Mission elle-même qui est organisée par des textes et obéissant à des standards extrêmement précis, c'est-à-dire une institution totalement impersonnelle, qui ne dépend pas de la personne qui l'exécute, mais qui dépend de la règle de droit qui l'organise. C'est ça, ce que ça veut dire, bien sûr, structure hiérarchisée et impersonnelle. Ce réseau donc est soumis à des règles normatives au même titre que les simples individus. Voilà. Donc, c'est-à-dire l'institution répond à des standards d'organisation, à la soumission, à un impératif de soumission à la règle de droit, autant que répondent bien sûr les individus. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr rester en justice face au gouverneur, puisque j'ai donné l'exemple du gouverneur, face à tout un représentant de l'État, vous pouvez bien sûr défendre vos droits devant la justice. Le citoyen peut rester en justice devant bien sûr l'État lui-même et devant tout ce représentant qui constitue ces processus décisionnels organisés, c'est-à-dire les institutions. Voilà. Ce qui rend plus aisé donc, au regard de ces derniers, je parle des individus, des citoyens comme vous et moi, l'idée de la soumission réfléchie à ceux qui disposent du pouvoir. Du moment où le citoyen se trouve face à une structure organisée qui est elle-même soumise à la règle de droit et dont l'objectif est de remplir des impératifs répondant exclusivement à l'intérêt général, c'est-à-dire aux intérêts de tout un chacun entre nous, grosso modo, alors à ce moment-là, se soumettre à cette institution, c'est répondre à un impératif d'organisation sociale. Et on se soumet au gouvernant à ce moment-là par notre propre volonté. Parce que c'est en nous, je parle des individus, des citoyens, c'est en se soumettant au gouvernant que l'on trouve, ou que l'on remplisse, je dis bien, que l'on remplisse, si vous voulez, cet impératif de réalisation d'intérêts communs. Voilà. C'est une soumission spontanée. On se soumet spontanément, on obéit spontanément au gouvernant, parce que c'est en obéissant spontanément au gouvernant qu'on remplisse cet objectif d'assurer, si vous voulez, la continuité et la réponse à l'intérêt général. Les individus donc obéissent à des règles générales et abstraites au lieu d'obéir à un pouvoir individualisé. C'est ce que je suis en train d'expliquer. En obéissant à l'agent d'autorité, en obéissant au gouverneur, je n'obéis pas pratiquement à monsieur X ou à monsieur Y, mais j'obéis à l'institution de l'agent d'autorité, à l'institution du gouverneur, j'obéis à l'institution du ministre, j'obéis à l'institution du chef de gouvernement. Donc ça, c'est une obéissance qui est tout simplement spontanée, en fonction, bien sûr, qui peut s'expliquer par ce qu'on appelle le mystère de l'obéissance
civile, le mystère de l'obéissance civile. Et à ce moment-là, c'est ainsi que s'explique, si vous voulez, ce mystère de l'obéissance civile. Voilà. Qui réside bien sûr dans un phénomène de croyance dénommé légitimité. Donc lorsqu'on croit en la légitimité de l'institution, on obéit à l'institution de façon spontanée, ce qui explique bien sûr ce génie invisible de la société. Ce génie invisible de la société qui, en fonction bien sûr des mécanismes que je viens d'expliquer, aboutit à s'organiser spontanément et à mettre bien sûr tous ces individus dans un cadre d'un compromis global, bien sûr qui va s'appeler par la suite contrat social, un compromis global, bien sûr pour obéir aux gouvernants, et en obéissant aux gouvernants spontanément et pas par l'épreuve bien sûr de la force. C'est ça en quelque sorte ce que on appelle tout d'abord le mystère de l'obéissance civile, qui explique lui-même le génie invisible de la société. Voilà, donc ainsi se termine cette première section de notre premier chapitre. La section seconde va porter le titre très fameux de l'ordonnancement contemporain du pouvoir politique, notamment la séparation du pouvoir. Et donc la séparation du pouvoir fera l'objet de notre prochaine séance, Inch'Allah. Je vais essayer donc d'aborder ce chapitre avec un certain nombre de détails, si j'arrive à le faire, bien sûr en fonction d'une queue tenue à la faculté. Si j'arrive à le faire, bien sûr je vous ai promis, j'ai promis à mes étudiants de procéder à un enregistrement, soit télévisé et que vous aurez le support sur la chaîne Al-Riyadiyya, soit par un processus de radiodiffusion et par la radio. Mais si je n'arrive pas, bien sûr, en fonction bien sûr d'un fil d'attente assez dense, si je n'y arrive pas, ce sera un autre chapitre et je procéderai par une séance pareille. Donc, d'autre part, je me pose la question pourquoi mes étudiants sont si peu nombreux. Il y a 5 personnes, bien sûr, sur la plateforme Meet. Est-ce que les étudiants ont rencontré un problème d'accès à la plateforme Meet? Normalement, c'était un cours... il faut dépasser le cours sur Moodle parce que c'est un cours, donc vous voyez, la plateforme Moodle est très insuffisante, donc ne peut pas répondre à des impératifs, bien sûr, audiovisuels d'un standard suffisant. Vous avez une réponse à propos de cela, mademoiselle Yousra, vous vouliez dire quelque chose? Oui, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, c'est pour ça. Mais lorsque j'ai envoyé par email l'annonce, c'était clair que c'était sur Meet. Peut-être qu'ils n'ont pas l'accès à la boîte mail. Ah d'accord. Ça c'est gênant. Normalement, un cours à distance, ça suppose déjà qu'on dispose d'un email académique, et le email académique permet bien sûr l'accès de tous les étudiants, bien sûr, à la plateforme Meet. Ça, c'est un bienfait, bien sûr, qui a été organisé entre l'université et Google, c'est que nous bénéficions d'un accès pratiquement illimité à Meet Premium, c'est-à-dire la meilleure proposition possible, la meilleure possibilité possible pour Meet. Bon, s'il vous plaît, faites circuler l'information par le biais du groupe d'étudiants, du groupe sur WhatsApp ou du groupe sur Facebook. Faites circuler l'information parce que la prochaine fois, je ferai la même chose. Je vais travailler sur Meet carrément et pas sur la plateforme Moodle parce que je ne dispose pas d'assez de moyens sur la plateforme Moodle. Merci et donc à la prochaine séance, Inch'Allah.
plus développé, contredit pratiquement le désir de garder le salaire à un niveau composé, même l'usage, si vous voulez, du pôle Nord. Donc, Claude, rappelez-vous, ça, c'est imposé une règle selon laquelle c'est le pouvoir, c'est-à-dire légitime, qui sont à travers son bras syndical, qui peut s'expliquer par ce qu'on appelle le mystère de l'obéissance civile, le mystère de l'obéissance civile.